Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous recevons aujourd'hui Dominique Lamy, qui est le nouveau directeur général du Musée de la biodiversité du Québec. Bonjour. Bonjour. Là, j'ai dit musée en insistant. Oui. Ça a longtemps été le centre de la biodiversité, mais de haute lutte. Votre prédécesseur a réussi à faire reconnaître l'institution comme un musée. Absolument. Écoute, le musée, maintenant, a 25 ans. Donc, on a eu 25 ans l'année passée. Puis, Carole Belrose, qui était la directrice générale depuis 23 ans, a travaillé d'arrache-pied pour réussir à avoir cette certification-là avec le ministère de la Culture, entre autres, pour réussir à être autorisé à avoir l'appellation muséale. Fait que c'est de l'ouvrage, c'est beaucoup d'ouvrage pour être en arrivé là. Et moi, j'arrive dans un organisme qui est déjà muséal, donc qui a déjà des belles bases d'établi. C'est le fun, ça. Et là, c'est pas n'importe quelle sorte de musée, c'est un musée scientifique. Absolument. Et ça, il n'y en a pas tant au Québec de ça. Il y en a une dizaine de musées scientifiques, donc il n'y en a pas vraiment beaucoup. La grosse différence, en fait, c'est qu'un musée scientifique peut être, on peut avoir des expositions vivantes, on parle de l'humain, on parle de la nature, on parle d'un peu tout ce qui nous entoure, en fait. Donc, c'est vraiment intéressant des musées scientifiques. C'est à découvrir. Et comme il y en a une dizaine, il y a 17 régions au Québec, donc en partant, chaque région n'a pas son musée scientifique. Ils sont peut-être concentrés aussi dans les grands centres. Alors, on est très chanceux au centre du Québec d'avoir le musée de la biodiversité. Ah oui, puis qui est le seul au Québec, en fait. Hein? Donc, le seul qui parle de la biodiversité du Québec, en fait, il est ici à Bécancour, à Saint-Angèle. Et la biodiversité, bien, c'est quelque chose dont on parle et dont il faut parler parce que, bon, on parle souvent d'extinction de masse. Mm-hmm. Donc, elle est mise à mal, notre biodiversité. Donc, c'est important de s'y intéresser. Puis, bien, pas juste ça, éventuellement de poser des actions. Bien, ça, c'est pas nécessairement votre rôle à vous. Vous, c'est de faire en sorte que les gens sachent de quoi on parle, puis il y a un peu justement le bagage pour pouvoir en parler, ou en tout cas... Oui, mais il y a un peu de ça, mais il y a un peu aussi d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut savoir d'où qu'on vient. Donc, toutes nos expositions sont en lien avec d'où qu'on vient, on est où présentement, puis où qu'on s'en va. Donc, oui, il y a une conscientisation. Tu as raison de pouvoir dire qu'il y a une conscientisation à faire, puis de voir l'impact de l'humain à travers cette biodiversité-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire soit pour l'améliorer, ou qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant qui est positif, qu'est-ce qu'on a fait qui est de l'apprentissage, puis qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aller vers l'avant, puis vivre en harmonie avec cette biodiversité-là. On parle de biodiversité. Il y a toujours eu un angle avec le Musée de la biodiversité du Québec à propos du Saint-Laurent. Oui. Tu sais, ça a été important dans les expositions qui se sont succédées. Là. Et là, ben, on parle de plus en plus, et puis des gens ont fini par admettre qu'il y avait des bouleversements climatiques. Oui. Et puis ça, au niveau de cours d'eau comme le Saint-Laurent, ben, ça induit un réchauffement, puis ça vient modifier les conditions de vie pour la faune, la flore marine, tout ça. Donc, ça, est-ce que vous allez là dans une exposition? Bien oui, en fait, on a une exposition qui s'appelle Voyage au fond du Saint-Laurent, qui est une exposition, en fait, qui part de l'histoire du Saint-Laurent, surtout de notre région, en fait, à Bécancour, parce qu'il faut comprendre que Bécancour, on était dans une mer. Hein, la mer de Champlain. Exact, donc la mer de Champlain, qui est maintenant le lac Saint-Pierre. Donc, il faut comprendre toute cette histoire-là pour voir aussi les terres agricoles, pourquoi ils sont aussi nutritifs dans notre région, comment on réussit à aller chercher des nutriments spécifiques à une mer salée, parce qu'avant, c'était de l'eau salée qui était ici par rapport au glacier. Donc, toute l'histoire qu'on a en lien avec cette mer-là, qui est en lien aussi avec le fleuve, qui est en lien avec le réchauffement climatique, on parle des espèces, des différentes espèces aussi qu'on a présentement dans le fleuve, puis des actions qu'on fait présentement pour essayer de préserver ce fleuve-là. Ouais. Essayer de préserver justement cette biodiversité-là, mais essayer d'éliminer le plus possible avec toutes les municipalités qui sont autour du fleuve, qui essayent chacun à leur façon de protéger ce fleuve-là. Les organismes de bassin versant, entre autres. Absolument. Les ZIP. Ça, ZIP, c'est zone d'intervention. Va falloir que j'aille voir ça. Moi aussi, il va falloir que... Parce qu'on dit toujours ZIP. Oui, exact. ZIP Les Deux Rives, entre autres, avec qui on travaille fort, qu'eux font beaucoup de recherches, sont en lien avec l'université, beaucoup l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui font des recherches en lien sur la pollution au niveau du fleuve.
Avec un bateau, le Lampsilius? Oui, exact. Carrément. Exact. Qu'est-ce qu'il fait de ce temps-là, ce bateau-là? Je sais que présentement, aux dernières nouvelles, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'eux, ils prenaient des prélèvements tout le long du Saint-Laurent, puis qui étaient tout le long du Saint-Laurent, c'est-à-dire qu'ils partent quand même des Grands Lacs pour se rendre jusqu'en Gaspésie, jusque dans le Golfe. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages à faire là, au courant de l'été. Là, vous parliez d'apprentissage. Ouais. Dominique Lamy, là, DG d'un musée scientifique, lui, il n'a pas toujours baigné là-dedans. Là. Moi, je viens d'un milieu sportif. Donc, j'ai été 10 ans à Vallée-du-Parc, qui est à Grand-Mère, qui est un centre de ski à Grand-Mère. Donc, puis je viens du milieu événementiel. Ma spécialité à moi, c'est le service client. C'est le côté touristique. Donc, c'est ce qui m'a amené vers le musée de la biodiversité, de pouvoir développer un petit peu plus ce côté-là. Mais j'apprends tellement beaucoup présentement au niveau de la biodiversité, mais au niveau du côté muséal aussi. Puis j'apprends à découvrir la ville de Bécancour, qui est super le fun à faire. Donc, changement de rive, Oui. changement de domaine complètement. C'était quoi la volonté là, de... Parce que, bon, évidemment, c'est pas un changement, c'est plusieurs changements du même coup. Fait que là, il y a une courbe d'apprentissage. Là. Il y a une bonne courbe d'apprentissage. Dans mon cas, à moi, je vois pas ça vraiment comme un changement majeur, dans le sens que ça reste du touriste. Ça reste le même type de clientèle. Moi, j'étais dans une clientèle familiale. Je reste encore dans une clientèle familiale. Le sujet, effectivement, est différent. Et c'est là mon apprentissage principal est en lien avec le message et le sujet dans lequel on le traite. Ouais. Je suis vraiment chanceux. J'ai une super de belle équipe qui m'entoure. Des bons pédagogues. Ah, absolument. Puis ces gens-là, souvent, sont là. J'en ai plusieurs qui sont là depuis plusieurs années. Donc, ils connaissent très bien leur sujet. Puis ça m'aide beaucoup dans mon apprentissage à moi. Ben, ça vous libère d'une certaine façon parce qu'eux, à ce moment-là, peuvent justement, l'aspect scientifique, là, mener ça. Puis ben, vous, justement, pour la mise en marché, pour les approches, le développement de clientèle, toutes ces choses-là. Oui, bien, en fait, c'est un travail d'équipe. Hein? Quand on travaille dans une entreprise ou un organisme à but non lucratif comme nous ou un musée, bien, c'est pas juste une personne qui réussit à tout faire. Il faut que tout le monde soit compétent dans sa tâche, dans sa fonction. Puis dans mon cas, à moi, je suis chanceux parce que j'ai vraiment une belle équipe. Donc, la meilleure personne à la meilleure place. Les études de Dominique Lamy, c'était en quoi? Moi, j'ai fait un bac en administration des affaires à l'Université du Québec à Trois-Rivières. OK. Puis là, on parlait de domaine sportif, que le sport, le ski, parce que Vallée-du-Parc, c'est du ski alpin. Oui, en fait, moi, c'est beaucoup le ski. Je viens du ski, le snow, j'en fais depuis que je suis tout petit. Fait que je fais les deux. Je suis meilleur en ski, honnêtement. Beaucoup meilleur en ski. En fait, quand je fais du snow, je mettais pas mon manteau Vallée-du-Parc. Je voulais pas que le monde sache que je faisais du snow aussi, mais c'est beaucoup le côté du ski qui m'a... le ski, le volleyball, j'ai joué au football au secondaire, bref. C'était un bel apprentissage de travail d'équipe. Secondaire, Séminaire Sainte-Marie ou... Séminaire Saint-Joseph. Saint-Joseph, ouais. Vert et or. Vert et or. Comme moi. Ah, bon, félicitations. Joueur de ligne défensif. Je suis fier de vous. Position. Moi aussi. J'étais ailier. Je n'étais pas assez vite pour être receveur. Moi, je n'étais pas assez gros pour être vraiment un des impressionnants. Mais je contournais, j'allais vite, j'essayais de faire des sacs du corps. Ah, voilà. Il faut être technique à ce moment-là. Absolument. Voilà. Les fonctions à Vallée-du-Parc, c'était quoi? En fait, j'étais directeur service client. Donc, je m'occupais de tout ce qui était parcours client, mais aussi de toutes les relations qu'on peut avoir avec le client. Donc, chacun des départements qui avait des relations directes avec le client était sur ma supervision. OK. Bon, il y a beaucoup de gens qui vous ont connu dans ce travail-là, parce que justement, vous étiez en contact avec les clients. Donc, vous avez marqué les imaginaires. Bien là, bon, on se déplace. C'est un autre cercle, c'est d'autres contacts à développer, tout ça. Mm-hmm. Et on chausse des souliers quand même assez grands. Ceux de Carole Belrose. Absolument. Donc ça, premièrement, vous êtes en fonction depuis quel moment? Ça fait 7 mois que je suis en fonction au poste. Carole m'a donné un bon suivi en début, les 2 premières semaines. Puis encore aujourd'hui, on est en contact. Donc, ça devient un bon support pour moi là, de pouvoir compter sur
son expérience, première des choses, mais aussi pour éviter un paquet de pièges qu'elle a dû subir. Donc, c'est pas mal pratique de pouvoir l'avoir avec moi. Puis j'ai un CA aussi qui est là depuis plusieurs années. Donc, eux aussi, ils ont déjà une belle expertise. Ils ont aussi un beau, des belles idées, entre autres, parce qu'ils sont capables d'avoir une vision qui est assez futuriste du musée. Ils savent où ils veulent aller. Fait que c'est pas mal plaisant de pouvoir compter sur eux autres. Puis, un autre employé qui est parti, qui a pris sa retraite à l'automne, qui s'appelle Pierre Bergeron. Pierre, lui, était responsable de tout ce qui était terrain, dont le verger, parce qu'on a un verger, nous, au Musée de la biodiversité. Qui était le verger des frères des écoles chrétiennes. C'est exactement ça. Installé au Mont-Bénilde. Exactement ça. Mais en fait, le terrain au complet du musée appartenait aux frères de l'école chrétienne. Qui est un legs, en fait, qu'ils ont fait à la ville de Bécancour. La ville de Bécancour a eu, je pense, une super idée en disant, avec M. Richard, qui était là à l'époque, de dire, bien, on va en faire un centre protégé et on va faire un centre d'interprétation sur la biodiversité. Qui était assez avant-gardiste. On s'entend, il y a 23 ans, parler de biodiversité, c'était pas sexy, on va le dire de cette façon-là, mais ils ont réussi à tenir le fort, ils ont réussi à travailler d'arrache-pied avec des moyens, disons, plus que modestes, pour réussir à faire ce centre-là. Puis ces deux personnes-là, bref, Carole et Pierre, qui ont quitté, me donnent un bon soutien, là. Fait que, tu sais, entre autres, encore là, tu sais, quand on parle d'apprentissage, je connais pas grand-chose non plus en agriculture, puis en pomiculture, entre autres. Donc, d'avoir une personne comme lui qui a travaillé 23 ans, lui aussi, au musée, donc il connaît pas mal ça. Moi, je l'ai souvent vu, en tout cas, le plus souvent, je pense que je le voyais sur un 4 roues. Ah ben écoute, c'était sa place. Son outil de travail. C'était son outil de travail, exact. Il me semble qu'il me disait dans les derniers temps que le verger allait avoir besoin d'amour. Là. Exact. C'est quoi le problème? Bien, en fait, normalement, un verger comme le nôtre, première des choses, le verger, c'est un verger patrimonial. Tu l'as dit, ça a été un legs des frères de l'école chrétienne. Puis eux, à l'époque, avaient planté des pommiers réguliers. Un pommier régulier par rapport à des pommiers ou standards, comme on voit présentement. On appelle, nous, des seminains. Donc, les arbres sont un petit peu plus petits. Là, nous, ce qu'on a, c'est des arbres qui sont gigantesques, qui ont besoin d'être taillés, comme n'importe quel arbre. Mais en plus de ça, vu qu'ils ont plus de 80 ans, il y en a qui commencent à être moins productifs. Tu sais, c'est comme un être humain, dans le fond. Fait que ça peut arriver des fois que tu commences à manquer de productivité. Donc, dans ce cas-ci, bien, effectivement, il va y avoir une restauration qu'il faut falloir qu'on fasse absolument avec le verger. Puis dans l'idée de base, en fait, c'est tant qu'à faire une restauration de ce verger-là, bien, on va essayer de le travailler pour qu'il devienne biologique le plus possible. Okay. On travaille déjà avec des produits biologiques. On va essayer de l'optimiser, d'aller le plus loin possible à ce niveau-là pour justement en faire aussi une exposition qui va être viable aussi au musée. Puis ça, bien, il y a de l'autocueillette. Vous avez un kiosque aussi où les gens peuvent venir des pommes, acheter des pommes cueillies par les soins des employés. Bien, il y avait ça, je ne sais pas si c'est encore... Oui, c'est encore ça. Tu n'es pas dans le champ. Tu es dans le verger, ça va super bien. Super. Oui, effectivement. En fait, l'autocueillette, normalement, devrait commencer du 15 septembre à peu près jusqu'au 15 octobre. Ça dure environ un mois. Toutes les fins de semaine. Donc, on va être ouvert à toutes les fins de semaine. Donc, on a un kiosque aussi, effectivement, tu l'as bien mentionné, qu'il y a des gens qui ramassent des pommes qu'on peut vendre sur place. Donc, si vous n'avez pas le temps et que vous voulez juste passer pour venir acheter des pommes, nous, on les vend au kilo, fait qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez venir chercher des pommes. Ou bien, bien faire une super activité familiale, bien, vous venez faire de l'autocueillette directement au verger. Les variétés? On a 4 variétés de pommes. C'est une bonne question. En fait, on a 4 variétés de pommes. On a de la Melba, on a de la Kirkland, on a de la McIntosh, puis... Je me rappelle plus. L'autre, Gala ou la 4e? Ah, la 4e. On va dire la Gala. Non, je ne veux pas dire n'importe quoi. C'est particulier parce que la plupart des gens, puis c'était mon cas, les pommiers, là, on les voit dans des vergers. Puis dans des vergers, là, on va dire domestiqués, bon, qui sont entretenus, et les arbres sont taillés, tout ça. Absolument. Je suis allé me promener en forêt et j'ai vu des pommiers à l'état sauvage. Ça peut être immense. Absolument. Et il y a des pommes en haut. Puis là, ben, mon Dieu, j'ai eu un choc parce que, OK, c'est aussi ça un pommier. Quand l'homme s'en mêle pas,
ça peut vraiment devenir un arbre si gros que ça, puis qui produit des fruits jusqu'à la cime, pratiquement. Là. Ben, en fait, c'est la raison pourquoi on le taille. C'est-à-dire que le pommier, en tant que tel, est capable de devenir presque aussi gros qu'un érable. Donc, ça devient quand même énorme comme type d'arbre. Si on ne le taille pas, évidemment, lui, ce qu'il essaye, c'est d'aller chercher la lumière le plus loin possible. Donc, il essaie d'aller chercher la canopée le plus possible pour pouvoir aller chercher la lumière, pour faire sa photosynthèse, exact, puis réussir à faire pousser son fruit par rapport à ça. Et les fruits, souvent, si l'arbre n'est pas taillé, vont se retrouver dans l'extrémité de l'arbre. Ça prendrait une grande échelle. Bien, surtout pour des pommiers comme nous, qui c'est des pommiers réguliers, donc qui deviennent, comme je vous dis, un arbre assez imposant. Donc, ce serait compliqué de pouvoir aller chercher les pommes au sommet. Là. Parce que là, les pommiers que j'ai vus en forêt, là, c'est les chevreuils qui en bénéficient, parce qu'éventuellement, ça tombe. Puis là, exact. Exact. Fait que pour les chasseurs, c'est parfait, mais pour les humains, manger des pommes, bien, s'il y a des chasseurs qui ont besoin de pommes, ils viendront nous voir. Là, on va en avoir aussi avant. Aussi, là, les pommes tombées, puis les... Absolument. D'accord. Absolument. Donc ça, c'est un aspect. Là, les gens qui ont suivi le centre depuis les tout débuts, premièrement, là, ça n'a plus rien à voir au niveau des bâtiments sur le site. Il y a eu de l'expansion, on a pris parce qu'il y avait des besoins qui évoluaient, on voulait recevoir les groupes scolaires, entre autres. Donc, on s'est doté là, d'espaces d'équipement et des produits aussi. Bon, il y a les expositions dans ces bâtiments-là, des temporaires, des permanentes. Mais il y a aussi tout le nouveau produit en soirée. Oui, qui est l'écho des origines. L'écho des origines. Absolument. Et ça a été tout un investissement, ça a été toute une aventure parce que c'est de la grosse technologie. Là. Bien, en fait, l'écho des origines, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un produit unique. Ça n'existe pas un produit comme ça au Québec. C'est-à-dire qu'il a fallu, en fait, l'écho des origines, faire un rappel rapidement, là, c'est un circuit nocturne qui est interactif. Pourquoi la différence qu'il y a avec les autres circuits nocturnes, c'est que on a développé, je dis on parce que c'est pas moi, vous comprenez que c'est surtout Carole qui a travaillé sur ce produit-là avec la compagnie Halo et la compagnie Curseur, qui sont deux compagnies en multimédia qui ont travaillé sur une branche que cette branche-là est capable d'activer des stations, d'activer des modules, mais en plus de ça, elle nous parle. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses que cette branche-là est capable de faire. Et puis, c'est quelque chose qui est unique, en fait, au Québec. C'est-à-dire qu'au lieu d'être contemplatif, on est vraiment participatif de ce circuit-là. Et c'est interactif et collaboratif. Oui, puis instructif aussi. Oui. Parce qu'on apprend beaucoup, évidemment, en lien avec la biodiversité. Ça reste une de nos grandes expositions, un de nos produits forts. Il y avait cette fonction-là au départ, que justement, il y avait des choses qu'il fallait faire absolument ensemble. Oui. Est-ce que c'est encore là, ça? Absolument. C'est pour ça que je disais collaboratif. Oui. Puis ça, c'est très différent, justement, des autres endroits. J'en ai fait plusieurs. Oui. Puis bon, bien, premièrement, oui, d'accord, c'est des lumières, mais interactif, collaboratif, ça, c'est vraiment particulier. Oui, absolument. Puis bien, en fait, l'activité, on ne peut pas la faire seule. C'est impossible de la faire seule. Donc, il faut vraiment être au minimum 2. Puis nous, en fait, on organise des groupes allant de 8 à 10 personnes. Donc, avec ça, ce qui est intéressant, c'est que là, on a aussi une interaction. On a des concours aussi, parce qu'il y a des quiz, on appelle ça des bio-quiz. Okay. Donc, il y a des quiz à l'intérieur du circuit qu'il faut répondre. Donc, on peut avoir une bonne réponse, une mauvaise réponse. Donc, d'où le principe de compétitivité un petit peu à l'intérieur de ça, toujours amical, évidemment. Mais il y a beaucoup de trucs qui peuvent être vraiment, vraiment trippants. Là, il était question que ce soit évolutif, dans le sens que, bon, au départ, il y a eu un certain produit et qu'on allait ajouter des stations. Et est-ce que ça s'est fait, ça? En fait, on en a une cette année, une nouvelle station qui s'appelle la station du filtre. Où c'est qu'on a maintenant, bon, je ne veux pas vendre le punch, mais effectivement, ça parle en fait... Pas donner les réponses au quiz. Non, exact. Donc, en fait, l'idée de cette station-là, c'est de parler du filtre de l'eau, donc l'eau qui se filtre à travers la Terre. Oui. Donc, c'est vraiment bien fait. Donc, l'interactivité est le fun. C'est nous, en fait, qui fait le filtre en tant que tel, qui donne le circuit à l'eau. Je vais arrêter ça là, mais c'est vraiment une belle station qu'on est bien fiers d'avoir développée cette année. Ça aussi, c'est très à l'ordre du jour, les zones humides. Absolument. Parce que, bon, on parle d'inondation, tout ça. Là aussi, l'homme a mis son petit grain de sel, puis ça fait en sorte de modifier un peu les conditions des cours d'eau, puis créer parfois des catastrophes qui sont de la main de l'homme, finalement. La plupart, en fait. La plupart, quand on parle de déversement, c'est parce que c'est l'homme qui a essayé de contrôler la nature, en fait. C'est souvent ça qui arrive. Donc, on apprend beaucoup.
Ouais. Et ça, ben, c'est ça. Au début, il y a eu des ennuis techniques, il y a eu la pandémie, et c'était un très gros investissement. Donc là, il y a même eu des craintes que ça allait, disons, grever un peu les finances du centre ou du musée pour un certain temps. Ouais. Est-ce que ça va mieux? Mais en fait, ça va bien. Puis je vais vous dire une affaire, c'est que le fait d'avoir fait cette exposition-là, d'avoir fait cette activité-là, l'investissement était majeur. Là, on parle de plusieurs millions. Là, on va dire 1,5 million, entre autres, pour l'implantation, mais il y a des investissements toutes les années en lien avec ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est grâce, entre autres, à cette exposition-là, maintenant, on est accrédité comme musée. Donc, on est supporté, comme je disais au départ, avec le ministère de la Culture qui nous donne un précieux coup de main à ce niveau-là. Ouais. Donc, l'investissement qui a eu lieu en 2018-2019, l'effort qui a été mis nous a permis en 2020 d'avoir cette accréditation-là et maintenant d'avoir un certain fonds de roulement qui est disponible grâce à cette exposition-là. Fait qu'en tant que tel, c'est un excellent move de pouvoir faire ça. Donc, une sécurité, parce que là, vous êtes plus subventionné au projet, mais c'est à la mission, là. Donc, il y a une récurrence dans le financement. C'est un peu ça. C'est-à-dire que nos deux plus grands partenaires vont rester la Ville de Bécancour, évidemment, mais va rester aussi le ministère de la Culture. Ouais. Chaque projet va dépendre aussi d'un financement indépendant, donc aussi avec les partenaires privés. Mais on a au moins un budget pour pouvoir opérer, ce que le centre n'avait pas initialement. Ouais. Donc, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que historiquement, le centre a été dépendant des particuliers, des gens privés, des gens qui venaient visiter, de la ville aussi, qui a donné un précieux coup de main à ça, puis des gens qui étaient à l'intérieur, qui ont fait des miracles avec rien. Donc, c'est ça qui est extraordinaire à voir par rapport à l'infrastructure du musée actuel. Tu fais « wow », tu sais, ils ont fait ça vraiment avec les moyens du bord, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Là. Ce que les bailleurs de fonds étatiques appellent les revenus autonomes. Oui, exact. Donc, ça a pris beaucoup, beaucoup de place. Et là, ben, c'est mieux, disons, réparti. Là. Ouais. Bon, vous parlez de l'implication de la ville de Bécancour. Ouais. Vous parliez aussi du CA comme un partenaire. Tu sais, il vient donner son bon coup de main. Absolument. Donc, il y a quelqu'un, il y a un élu de la ville sur votre conseil d'administration. Non, plus maintenant. Plus maintenant? Plus maintenant. Mais en fait, c'est vrai, il y a eu un choix de fait au niveau des entreprises récréo-touristiques. Oui, exact. Donc, il n'y a plus de conseillers municipaux qui siègent sur des partenaires comme nous, touristiques. Ouais. Le concept là-dedans, au niveau de la ville, c'est de réussir à se détacher. Indépendance. De garder une certaine indépendance en lien avec ça. Mais sur mon conseil d'administration, j'ai d'anciens conseillers municipaux qui sont restés parce qu'eux, c'était un projet qui leur tenait à cœur. Donc, c'est le fun de pouvoir compter sur eux. Puis honnêtement, la Ville est un précieux partenaire avec nous autres. Ils sont à l'écoute, ils sont là. Fait qu'on est vraiment content d'être dans une belle vibe à ce niveau-là. Ça ressemble à quoi un peu les compétences de votre CA? Là? Des gens en finance, des gens en comptabilité, le portrait, en gros? J'ai des gens qui sont spécialisés, entre autres, en biologie. J'ai des professeurs de l'UQTR qui sont avec nous. J'ai des gens qui ont... En fait, tout le monde a un intérêt en lien avec la biodiversité. Il y en a qui ont un intérêt plus au niveau touristique, qui sont des profs au Collège La Flèche en tourisme. Donc, on a réussi, en fait, à avoir un CA qui est très complémentaire. Donc, ils sont capables, ensemble, de pouvoir se challenger, d'avoir des opinions souvent diverses, mais ensemble, ils réussissent à bien s'entendre. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est bon, ça. Avec la diversité, on arrive à la conférence de Kim Thuy en fin de semaine, petit aparté. Ouais. Elle parlait du poisson rouge. OK. Pour les anglophones, c'est le goldfish. Mm-hmm. Et elle vient du Vietnam, ils appelaient ça le poisson chinois. OK. Donc, ce qu'elle disait, c'est que quand on le regarde de devant, il est rouge, à cause des écailles, quand tu regardes de derrière, là, il est or. Puis, 3 personnes ensemble vont être capables de mieux décrire l'espèce. Parce que un va dire il est rouge, l'autre va dire il est or, et l'autre, vietnamien peut-être, va dire c'est le poisson chinois, donc on connaît l'origine. Ouais. Fait que, comme vous disiez, votre CA, un bel éventail de connaissances, ça fait en sorte que si un problème se présente, on a des points de vue informés
d'un paquet d'angles. Il y a moins d'angles morts, peut-être. Bien, c'est le concept de travail d'équipe, hein? C'est le travail, c'est le concept aussi de travailler une identité propre. Donc, de réussir à avoir le point de vue de chacun, on réussit à s'entendre puis dire, OK, mais notre lignée, c'est ça, on s'enligne tous vers la même place. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Puis, en tant que capitaine de ce groupe-là, bien, c'est le fun de pouvoir avoir des gens en arrière qui nous supportent aussi puis qui sont prêts à dire, OK, on va te suivre où tu vas aller. T'sais. On parle de capitaine, donc la profondeur de l'équipe. Hein, les capitaines ont une bonne équipe. Oui. La vision de Dominique Lamy. Parce que là, on arrive dans un bateau en marche. Là. Ouais. Où est-ce qu'on veut amener ça? On disait un peu, bon, le verger, vers quoi ça s'en va, un peu les coups des origines. Mais est-ce qu'on a une vision? On a une belle vision par rapport au musée, une belle vision de développement, une belle vision de professionnaliser aussi ce centre d'interprétation-là. Une vision aussi d'aller chercher plusieurs personnes, de faire découvrir aussi Bécancour, de rayonner à l'extérieur de Bécancour. Fait que il y a bien des points qui sont très attrayants pour un développeur comme moi dans ce genre de projet-là. Dernièrement, la ville de Bécancour annonçait qu'il y avait un transport en commun mis sur pied Ouais. pour pallier un peu. Cet été, ça a été difficile. Bon, Ouais. pas juste la température, les travaux sur le pont, tout ça. Donc, pour justement le récréo touristique, ça a peut-être été plus difficile. Ouais. Alors, on va chercher les gens de Trois-Rivières, on les amène gratuitement sur la Rive-Sud. Le premier arrêt, c'est le Musée de la biodiversité du Québec. Oui, je suis bien content de cette annonce-là. En fait, je suis content de ce projet pilote-là. J'espère effectivement que ça va bien marcher puis qu'on va le remettre en branle l'an prochain. C'est mon plus grand souhait. On est associé aussi avec des partenaires touristiques avec qui on travaille déjà ensemble. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir travailler avec eux. Puis, ben, je pense honnêtement que ça peut être de quoi qui peut être vraiment intéressant pour les gens de Trois-Rivières dans le futur, de pouvoir dire, bon, ben, je vais réussir à pouvoir traverser ou faire une tournée ou voir l'éventail de Bécancour en une journée, puis en pouvant faire du covoiturage ou faire un transport en commun totalement gratuitement. Je trouve ça vraiment le fun comme type de projet. Autobus électrique, on désengorge le pont, donc il y a vraiment beaucoup de points positifs. Vous parliez de partenaires touristiques, lesquels sont-ils? Bien, en fait, on travaille, entre autres, nous, on travaille beaucoup avec Philippe Dumoulin-Michel. On va travailler avec Chantal, entre autres, du parc de la Rivière-Gentilly. On va travailler avec Marie-Ève Bourque aussi, de la Société acadienne. On travaille avec Pascal aussi du Quai en Fête. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tous des partenaires avec Plein Sud aussi, avec Karine de Plein Sud. Donc, c'est bien le fun de pouvoir travailler avec tous ces gens-là. J'ai rencontré Julie, d'ailleurs, qui est la nouvelle copropriétaire du Clos de Lille. Du Clos de Lille, Exact. Qui a vraiment une belle place à aller voir aussi à Bécancour. Fait que je pense qu'ensemble, on est capable de travailler puis de réussir à développer la région puis d'amener plus de monde encore à Bécancour. Amener du monde. Là, Dominique Lamy a l'air d'aimer beaucoup la Rive-Sud. Est-ce que le petit gars de la Rive-Nord va finir par faire le passage sur la Rive-Sud, à moins que ce soit déjà fait? Bien, en fait, je reste à Trois-Rivières. Oui. Mes garçons vont à l'école à Trois-Rivières. Oui. J'ai 2 garçons qui sont au secondaire. Puis pour l'instant, ils apprécient beaucoup leur école au secondaire. Fait que traverser sur la Rive-Sud, pour l'instant, ce serait d'échanger d'école. Ils ont leur cercle d'amis. Donc, pour la famille, présentement, je ne prévois pas déménager à court terme à Bécancour, mais c'est tellement une belle place que je suis ici à tous les jours. Donc, je suis plus ici que chez nous, bref. Ça gagne à être connu. Absolument. Merci, Dominique Lamy. On en sait beaucoup plus sur le présent et le futur du Musée de la biodiversité du Québec. Merci pour cet entretien. Bien, ça m'a fait plaisir.